Et maintenant, nous allons enchaîner sur une nouvelle table ronde pour laquelle j'ai le plaisir d'accueillir Richard Young. Je pense que Richard, tu es là, qui est notre sénateur sortant des Français établis à l'étranger, qui va nous expliquer un petit peu son parcours et depuis combien de temps il est sénateur et ce qu'il a fait. Je sais que notamment Richard a beaucoup travaillé pour nos entreprises à l'étranger, notre commerce extérieur. Et puis nous avons à ses côtés un spécialiste du bilinguisme qui est M. Gérard Martinez, qui nous vient du Canada. Bonjour Gérard, et qui a Bonjour. dirigé un établissement, l'un de nos joyaux établissements français à l'étranger à Portland, entre autres. Je crois que c'est l'un de ses derniers postes, mais il en a connu beaucoup d'autres. Et tous les deux, vous allez donc nous parler du bilinguisme, un sujet extrêmement important. Alors, en quelques mots, je peux vous dire qu'à Singapour, c'est un sujet dont on parle très souvent, car à Singapour, qu'avons-nous? Nous avons des parents français qui élèvent leur enfant à Singapour. Ça, c'est assez simple comme situation, on la rencontre souvent. Là où ça commence à se compliquer, on a un parent français, l'autre qui peut être singapourien et qui l'élève à Singapour. Bon, là, un petit peu plus compliqué, mais ça va encore, on peut le comprendre, ça se trouve dans beaucoup de pays. La troisième situation, alors là qui est en fait la plus fréquente, c'est un parent français, l'autre par exemple espagnol, et l'enfant qui est élevé à Singapour. Et là, on se trouve avec ce qu'on appelle, nous appelons à Singapour, je crois que c'est un concept qui a été pas mal développé aux États-Unis, avec un third culture kid. Et finalement, on se pose la question, c'est quoi ses racines, c'est quoi sa culture, et dans quelle langue vais-je l'élever? Richard et Gérard, c'est... Alors, Richard n'est pas encore arrivé, je crois qu'il y a Gérard qui est tout seul pour le moment, me dit-on. Donc, et Mathilde vont, avec Fatimata, vont toutes les deux animer cette table ronde. Donc, Mathilde et Fatimata, je vais peut-être vous passer la parole et vous laisser dérouler peut-être le programme que vous aviez préparé, les questions que vous aviez préparées. Pour Gérard, déjà Gérard, merci d'être là en attendant que Richard Young, notre sénateur, arrive. Mathilde et Fatimata, je vous passe la parole. Merci Anne, bonjour à tous. Je vous propose juste de commencer par les présentations. J'allais dire introduction puisque j'ai un petit peu l'anglais qui se mélange dans ma tête. Donc, c'est bien puisqu'on va parler du bilinguisme. Donc, c'est tout à fait dans le thème. Je suis ravie d'être ici avec vous aujourd'hui. Donc, je m'appelle Mathilde Denier. J'habite à Calgary. Je suis tête de liste pour les élections des conseillers des Français de l'étranger sur la circonscription de Vancouver. Et donc ma liste s'appelle Union Ouest Canada. Donc, c'est une liste qui est soutenue par La République En Marche et également par le MoDem. Et donc, la particularité de notre liste, c'est que nous avons des candidats qui vivent sur l'intégralité du territoire, qui est aussi grand que l'Union européenne, puisque donc, nous avons 5 provinces et territoires qui composent la circonscription de Vancouver. Et donc, la liste Union Ouest Canada a des candidats qui représentent les Français sur l'intégralité de la circonscription. Donc, maintenant, je vais passer la présentation à Gérard, la parole à Gérard pour qu'il se présente. D'accord. Alors, comme l'a dit Anne, j'ai travaillé effectivement à Portland aux États-Unis, mais en fait, j'ai un parcours pas un peu complexe, mais quand même, qui est le parcours d'un expatrié. J'ai travaillé et vécu dans 7 pays différents. J'ai dirigé des centres culturels au Moyen-Orient, donc en Jordanie, à Amman et à Bagdad, où j'ai eu la chance de réouvrir le centre culturel français après la guerre du Golfe en 97. Et puis ensuite, je me suis retourné vers mon premier travail, qui était l'enseignement, hein, puisque j'étais prof d'origine, et j'ai dirigé des écoles françaises à Londres, la partie primaire au lycée Charles de Gaulle, où on a créé dans une annexe des filières parfaitement bilingues, 50% bilingues, avec une filière française, une filière anglaise, une filière mixte. C'est aussi intéressant. Donc, États-Unis, expérience aux États-Unis, à Washington, au lycée Rochambeau, et à Portland, qui est ma dernière mission, et puis en passant par le Canada, Vancouver, où je me suis installé. J'ai décidé de ne pas rentrer en France et de créer une société qui s'appelle Far West pour essayer de partager mes expériences et d'aider les gens qui veulent monter des écoles françaises, faire de la formation de profs locales, voilà, continuer différemment. Alors, je n'ai pas la prétention de faire le tour d'un sujet aussi vaste que le bilinguisme, mais
J'intitulerai mon propos 5 minutes. Je vais essayer de faire court. Pour un prof, c'est la qualité première. Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le bilinguisme sans jamais oser le demander. Donc, dans un premier temps, j'essaierai de dresser une petite définition du bilinguisme qui m'est un peu propre parce que chacun a un peu sa définition du bilinguisme. Dans la deuxième partie, j'essaierai de donner les grandes lignes des avantages des enfants bilingues. J'ai pu les mesurer au long de ma carrière et puis avec mes propres enfants. Et puis, dans une troisième partie, peut-être essayer de voir les mythes autour du bilinguisme pour les démystifier un petit peu. Alors, qu'est-ce que le bilinguisme? Je dirais que c'est la capacité à communiquer, à agir, à créer en plusieurs langues. Et je crois que si c'est le bilinguisme, c'est 2 langues, les 2 langues ne sont pas forcément maîtrisées au même niveau de compétence. Et suivant les langues et les contextes, les niveaux ne sont pas les mêmes. Le bilinguisme parfait, idyllique, est rarissime de mon point de vue, mais on pourra en débattre. Ces compétences, elles évoluent tout au long de la vie. Et elles ne sont pas cloisonnées dans une langue, mais elles se nourrissent mutuellement. Je crois que c'est une des choses les plus importantes à comprendre, et ça répond aussi à des questions, c'est qu'on n'apprend pas 2 fois. On transfère des compétences de l'une à l'autre. Et ça, c'est très important. Parce qu'une des questions, c'est est-ce qu'on apprend à lire 2 fois en français et en anglais? Ben non. On apprend dans une langue et on transfère. Voilà, ça, c'est ma première définition un peu rapide du bilinguisme. Alors, quels sont les avantages du bilinguisme? Qu'est-ce qu'on peut voir chez des enfants bilingues? On peut détecter et voir une plus grande flexibilité mentale. Et ce qui est très important pour moi, c'est que cette flexibilité mentale, elle s'applique aussi, pas uniquement dans les autres langues, parce que c'est vrai qu'en développant les phonèmes, la phonologie, on va apprendre plus facilement une 2e, une 3e, une 4e langue, et plus on va en apprendre, et plus ça. Mais dans des solutions complexes, situations problèmes, en mathématiques, on l'a constaté, et j'ai vraiment un terrain qui est important pour parler de ça, c'est le terrain que j'ai expérimenté pendant 6 ans à Wix, l'annexe du lycée Franchet Charles de Gaulle, où on avait une filière anglaise, chez nos amis britanniques, une filière française pure, enfin, que du français, et comme en France, avec une langue anglaise, mais qui n'était pas. Et la langue, et la filière bilingue, 50-50. Et avec des tests dans toutes les matières, et on a pu mesurer cela. Donc, autre avantage, bien sûr, le bilingue, il va être plus ouvert au monde. Et la communication avec autrui va être facilitée. Bien sûr, les enfants bilingues contrôlent mieux leur attention, gèrent mieux l'information, ils ont de plus grandes capacités à choisir, à gérer, oui, à s'adapter. Et je crois que les enfants bilingues, ils changent de langue immédiatement selon leur interlocuteur. Ils passent d'une langue à l'autre. C'est vraiment des mécanismes, c'est l'ouverture, je crois, le maître mot de cela. Alors, les mythes, rapidement, est-ce que le bilinguisme, c'est rare? Eh bien non, le bilinguisme, ce n'est pas rare. C'est près de 50% dans le monde, 40-45% de personnes dans le monde sont bilingues. Donc, maîtrise équivalente des 2 langues, non. Les maîtrises équivalentes des 2 langues, c'est rarissime, comme je l'ai dit, et on peut être parfaitement bilingue. Donc, avantage cognitif pour l'enfant, ça c'est certain. Le développement de l'enfant n'est pas retardé par le bilinguisme. Le panel de mots qu'il emploie, si on le compare avec un enfant monolingue, il aura peut-être moins de mots en anglais si on compare avec un enfant monolingue anglais, mais s'il est bilingue à français-anglais, le panel de mots qu'il aura dans les 2 langues sera au moins équivalent à l'enfant monolingue. Donc, il n'est absolument pas entravé dans son développement. Est-ce qu'on peut être bilingue sans être biculturel, bilinguiste biculturel? Alors, je disais en préalable à Fatimata et à Mathilde que j'ai toujours prêché, et je le fais encore, pour vraiment amener le bilinguisme et le biculturalisme. C'est important. Mais il existe des pays, par exemple, j'ai travaillé en Suède, et les Suédois parlent anglais et peuvent même étudier en anglais dans leur pays sans forcément être allés aux États-Unis. Donc, on peut être bilingue sans être biculturel, mais on peut être aussi biculturel sans être bilingue. Un Anglais qui va travailler aux États-Unis, il va
Il va avoir les deux cultures et il aura la langue anglaise ou la langue américaine. Voilà, je ne vais pas, aller plus loin. Je pense que c'est mieux que de répondre aux questions et de s'appuyer sur des exemples plutôt que de monopoliser la parole de façon. Merci Gérard, c'était une très belle introduction. Et donc maintenant, je passe la parole à Fatimata. Donc, si tu veux bien te présenter. Oui, bonjour à toutes et à tous. Je suis Fatimata Racine-Ouane, tête de liste investie par En Marche et soutenue par l'association des binationaux France-Sénégal. Alors, notre liste, c'est Sénégal En Marche avec la Guinée-Bissau et le Cap-Vert. Je vais laisser à Gérard pour tout ce qui est bilinguisme. Moi, je vais plutôt m'orienter vers les binationaux, ce que je suis. Moi, je suis binationale, donc j'ai hérité de mes parents la nationalité sénégalaise et mes racines sont sénégalaises et j'ai la nationalité française que j'ai choisie parce que j'ai vécu quasiment toute ma vie, j'ai fait plus de 40 ans en France. Je suis biculturelle et binationale, héritage et choix. Je suis au Sénégal depuis quelques années, après tant d'années en France où j'ai fait mes études, j'ai travaillé avec l'OFPRA et la Cour nationale des droits d'asile, parce que j'ai fait droit et langue. Et je suis arrivée au Sénégal, je ne vais pas dire revenir, parce qu'entre les deux pays, je ne sais pas où je suis, d'où je suis. Je vais dans un sens et je vais dans l'autre, mais je reviens à aucun, puisque je suis des deux. Et comme je le dis souvent, je passe mes journées au Sénégal et je dors le soir à Paris. Je suis installée ici, j'essaye de mixer les deux cultures que je porte fièrement, la culture sénégalaise et la culture française. En tout cas, ce que j'ai choisi des deux cultures. J'ai une famille multiculturelle et je suis bilingue avant de parler de la langue française parce que je suis née dans un pays où on parle plusieurs langues et quasiment presque tous les Sénégalais sont au moins bilingues parce que c'est des ethnies et chaque ethnie a sa langue et on vit ensemble et la mère, comme je disais, c'est normal, on dit la langue maternelle, c'est tout à fait ça. Souvent, c'est la langue parlée à la maison par maman qu'on apprend à la maison. Et le français, c'est à l'école. Et l'autre langue qui est ici au Sénégal, qui est le Wolof, c'est la langue commune à tout le monde. Donc, souvent, les Sénégalais parlent au moins deux langues, plus la langue française, qui est la langue nationale. C'est une richesse, la biculturalité, c'est une richesse, le bilinguisme ou trilingue, ou autant qu'on veut. J'en parle 4. Très bien, mes deux langues sénégalaises, le Wolof et le Peul que je suis. Et je me débrouille pas mal en français, plus une autre langue mauritanienne, puisque je suis également mauritanienne, mais il fallait faire le choix entre ces 3 nationalités, je ne pouvais pas garder les 3. La multiculturalité, elle existe et c'est une force. Moi, c'est ce qui me permet aujourd'hui de me dire que je peux faire le pont entre mes deux sociétés, entre mes deux cultures. Accompagner, décoder, parce que le Sénégalais, pour lui, la culture sénégalaise, culture française est un code, c'est codé. Et quand on a la culture sénégalaise, on peut accompagner les gens pour décoder cette culture française et l'autre sens existe également. Mes enfants parlent plusieurs langues également, les langues qu'ils ont choisies. Le français, c'est de fait, ils sont scolarisés en France. Il y en a qui ont choisi des langues asiatiques. J'ai ma nièce qui est traductrice en mandarin, c'est son choix, plus les 2 langues du pays. Et elle est riche, elle a cette richesse-là, de cette culture de toutes ces langues qu'elle a choisies. Et forcément, quand on est bilingue, on devient biculturel parce qu'on ne peut pas maîtriser une langue, parler, l'aimer sans aimer la culture qui va avec. Pour moi, ça va ensemble. Et la binationalité est une force. Et les enfants, nous les enfants, moi je leur parle, je leur apprends ma langue, le papa apprend sa langue et l'école fait le reste. Et ça ne perturbe absolument rien. Au contraire, on a l'habitude de jongler. Il m'est difficile, moi là, c'est parce que je sais que tout le monde parle que français ou d'autres langues, en tout cas, ne parle pas les langues que je maîtrise, mais il m'est difficile de faire une phrase ici au Sénégal avec une seule langue. C'est quasiment impossible. L'habitude de jongler d'une langue à une autre et de faire d'une culture à une autre. On est au Sénégal, le Sénégal, tous les Sénégalais n'ont pas la même culture. Moi, je suis Peul, j'ai la culture Peul et j'apprends à vivre avec les Wolofs et les autres qui sont d'autres cultures. Donc, être biculturel, tu n'as même pas besoin de prendre l'avion et d'aller plus loin.
On l'apprend ici. Et après, quand je sors du Sénégal, que ce soit en Europe ou ailleurs, je vais au Mali, c'est une autre culture. Et je m'adapte à cette culture-là. Je pense que c'est une richesse. Et c'est ce qui permet de pouvoir partager beaucoup de choses, de pouvoir, moi, m'ouvrir à la communauté française dans sa globalité, dans toute sa diversité, parce que j'ai les cultures, les deux cultures, la culture française et celle du Sénégal, parce que ce sont ces deux communautés que nous avons ici. Je ne vais pas aller plus loin, je laisse aux autres se présenter. Voilà. Et je suis fière de mes deux passeports et je suis fière d'être ici avec vous. Merci beaucoup, Fatimata. Belle introduction également. Donc, je pense qu'on peut peut-être commencer à aborder les questions. Je ne sais pas si vous en avez dans le chat, n'hésitez pas à les poser. Moi, j'avais une question que je voulais poser aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on fait pour garder sa culture quand on vit dans un autre pays, tout en s'intégrant dans le pays dans lequel on vit? Puisque depuis le début de notre moment d'échange, on a mis en avant le fait que être bilingue, c'était forcément embrasser la culture de l'autre pays dans lequel on vit. Donc, comment est-ce qu'on fait pour être, pour conserver ces deux cultures? Je ne sais pas, Gérard, pardon, si le fait d'avoir vécu dans différents pays, est-ce que finalement tu as l'impression d'avoir embrassé la culture de tous les pays dans lesquels tu as pu travailler, ou comment est-ce que tu as fait pour garder ta culture française? Comment tu as fait pour la transmettre à tes enfants, et tout en leur permettant d'avoir cette ouverture d'esprit et aussi de sentir et d'apprivoiser la culture du pays dans lequel ils ont pu grandir? Je crois que c'est d'abord un préalable. Quand on fait le choix de partir à l'étranger, il faut avoir l'humilité de s'ouvrir à la culture de l'autre. On ne peut pas fonctionner en circuit fermé, on est ouvert à la culture de l'autre. La culture n'est pas héréditaire et elle n'est pas statique, elle évolue avec le temps. Moi, dans tous les postes dans lesquels, quand j'étais dans les postes d'enseignement, j'ai toujours veillé, dans les lycées dans lesquels j'étais, que de voir les cultures et les langues parlées par les enfants qui étaient scolarisés dans les lycées français, et de mettre en avant cette culture. Quand on a la chance d'avoir des enfants avec une maman russe, avec une maman arabe, enfin, on crée des événements où on invite les parents qui vont parler. La culture se transmet essentiellement aussi par la cuisine, par le conte ou les légendes, donc, on va essayer d'ouvrir, de s'ouvrir à la culture d'origine. Et puis, la culture, on la transmet. On la transmet à ses enfants. Moi, j'ai transmis la culture française à mes enfants. Je reste profondément français, même si j'ai passé plus de temps de ma vie à l'étranger. Je reste français. Au contraire, ça nous donne de voir d'autres façons de penser, de voir d'autres façons de faire, nous enrichit dans notre propre culture, nous fait poser des questions sur ce qui semble acquis. Si j'avais une chose à dire qui me choque quand je vais en France, c'est de voir des films étrangers doublés en français. C'est horrible pour moi de voir cela. J'imagine les émotions, je revois les émotions que j'ai eues en 1987 quand j'ai découvert le film indien de Satyajit Ray, Le Salon de musique. Je parle de Satyajit Ray parce que c'est le 100e anniversaire de sa naissance, de voir cette musique, la force de cette musique, de cette langue que je ne comprenais pas, mais cette émotion passe par là. J'allais dans les ciné-clubs tout jeunes voir les films de Bergman. Il y avait un comique français qui mimait les bruits, Jacques Villeray dans les films de Bergman. On doit, ça passe, on ne peut pas doubler ces films étrangers. C'est une richesse de voir un film finlandais quand on va dans le cinéma. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, Mathilde, je déborde, je transgresse, mais je crois qu'il faut cette curiosité et s'ouvrir dans des échanges. Et notre culture évolue. Je vois mes enfants maintenant qui sont passés par les différents pays où on les a laissés en route. Eh bien, quel plaisir ils trouvent à manger des mezzés qu'on a découverts dans la culture arabe. Et ils l'ont intégré dans leur propre culture.
je ne suis pas le même que quand je suis parti, parce que je suis riche de mes expériences, de mes… Et j'ai écouté, je reste profondément dans mes valeurs, je reste confronté, j'ai évolué dans certaines choses, mais j'ai appris avec d'autres. J'alerte mes profs quand je les recrute, quand je faisais du recrutement de profs qui vont en France, que j'emploie dans les lycées français à l'étranger. D'abord, je ne recrute pas des gens qui ne sont jamais partis, qui n'ont jamais quitté chez eux après 50 ans ou 55 ans. Je pense que on a envie de partir quand on est jeune. Et puis, je les alerte sur les différences culturelles. Je travaillais aux États-Unis. Si on ne les alerte pas, dès la douane, notre prof français, il va avoir des problèmes. Le douanier américain, il pose des questions, il faut lui répondre de façon claire, précise et simple. Il ne faut pas lui raconter sa vie, il ne faut pas lui dire il n'y a pas de digression. Si on n'alerte pas nos profs, ils vont dire « Oh, dis donc, ces Américains, je l'ai invité à prendre un lunch avec moi, il reste dans le bureau, il mange sur le pouce. » Eh bien, ça, ce sont des différences culturelles. Quand j'allais au Moyen-Orient, on se touche. Bon, aux États-Unis, il y a la bulle, il y a le respect de la distance. Si on rentre dans la bulle de l'autre, c'est une agression. Ça semble bizarre tout ça, mais il faut être à l'écoute, il faut être ouvert. Et les adaptable. Fatimata, tu voulais ajouter quelque chose? Oui, je voulais juste rajouter que les deux cultures, la culture de l'autre, on l'apprend. Et on l'apprend en gardant sa culture. Moi, je pense que la culture avec laquelle je suis partie d'ici, du Sénégal, c'est ce qui m'a permis, moi, de m'ouvrir à la culture de l'autre. Il y a une différence phénoménale entre les cultures sénégalaises et la culture française. Mais rien d'infranchissable, rien de gérable. Au Sénégal, ce qui pose problème, par exemple au Sénégal, quand un enfant va à l'école, souvent quand il rentre, des parents qui ne sont pas forcément instruits ne lui posent pas la question « est-ce que ça s'est bien passé à l'école ?» Ils savent parfaitement que si ça s'est mal passé, qu'il a eu un mauvais comportement, l'enseignant, le voisin de l'école qu'il a vu dans la cour de l'école faire ce qu'il ne fallait pas, ou il s'est bagarré, il y a toujours un tonton, comme on dit chez nous, qui rectifie l'enfant. C'est culturel. Là où il faut, j'en parlais avec Anne, là où il faut former les gens qui partent du Sénégal et leur dire qu'en France, ce n'est pas ça. En France, il n'y a pas de tonton de la rue. Le voisin du palier, ce n'est pas ton tonton. L'enseignant n'a pas le droit de lever la main sur vous. Il faut surveiller son enfant. L'éducation nationale s'occupe de l'enfant pendant les heures de cours, mais après, c'est les parents qui prennent la relève. Au Sénégal, non. N'importe qui éduque l'enfant. Ce qui fait que ces personnes qui partent dans le cadre du regroupement familial, qui vont rencontrer une autre langue, pour souvent les mamans, et une autre culture, n'ont pas cette formation, n'ont pas cette information. C'est pour ça qu'on voit des gosses, on ne voit jamais les parents à l'école, parce que pour eux, il n'y a pas de problème. Il y aura toujours un adulte qui va rectifier. Et ça, on apprend la culture de l'autre. Comme je disais, on passe parfois du pilon au micro-ondes, ce n'est pas évident. Partir d'ici du Sénégal, se retrouver dans un bureau en Aveyron, essayer de manger de l'aligot qui n'est pas très chaud, ce n'est pas évident quand on ne connaît pas. Du coup, c'est la curiosité. Je crois que pour s'adapter à la culture de l'autre, il faut une certaine curiosité. Il faut avoir la curiosité de l'autre. Et pour ça aussi, pour pouvoir avoir cette curiosité, il faut pouvoir poser les valises. Poser les valises et les ouvrir pour pouvoir communiquer avec l'autre et apprendre. Pêcher dans sa culture, c'est ce que j'ai fait. J'ai pêché dans la culture française, ce qui m'arrangeait. J'ai pêché dans la culture française, ce qui pouvait me faire avancer, et j'ai appris la langue autrement là-bas. Ici, on nous tapait si tu faisais une faute. J'ai désappris en France. C'est très curieux. Ici, au Sénégal, faire une faute à l'école, ça vous coûtait ce qu'on appelait le symbole de ma génération. C'est ce gros truc de bois qu'on nous mettait autour du cou parce qu'on a fait une faute. Et quand je suis allée en France, il y avait cette tolérance qui fait que j'ai désappris. Je m'excuse pour les puristes qui parlent très bien français, mais et c'est comme ça. Mais par contre, en gardant la mienne, j'ai pu m'ouvrir à la culture française et pêcher, apprendre ce qui pouvait me faire avancer et faire aimer ce pays. Ça a duré 40 ans. Et aujourd'hui,
je réapprends, depuis que je suis là installée au Sénégal, je réapprends la cuisine, la cuisine aussi, je réapprends la cuisine sénégalaise parce qu'elle a évolué. Et que le Sénégal que j'avais quitté quand j'étais enfant, adolescent, c'est pas ce Sénégal-là que je retrouve. Donc, je suis entre les deux et je suis ravie de garder les deux cultures. On t'entend pas. Pardon, si, non, j'acquiesçais seulement, oui, c'est super intéressant et je pense que le dernier commentaire que tu as fait, Fatimata, est très juste parce que pour la communauté d'expatriés, on a quitté la France à un moment donné et puis les choses ont évolué depuis notre départ. Et moi, je suis partie de France il y a 7 ans. Et finalement, c'est court et long en même temps. On a pris des trajectoires différentes. Donc, bien sûr, je reste connectée à la France, je reste connectée avec mes amis, ma famille, mais néanmoins, il y a des choses qui se passent en France que moi, je ne vis pas. Et donc, c'est vrai qu'il y a un écart qui se forme. Mais il faut savoir, comme le disait très justement tout à l'heure Gérard, donc s'adapter et puis en fait faire preuve de flexibilité et garder cette ouverture d'esprit qui nous permet d'être bien dans le pays d'accueil et de rester bien avec notre pays de naissance. On a pas mal de questions sur le chat. Pardon Gérard. Oui. Je voudrais insister sur ce qu'a dit Fatimata, identité culturelle, échange culturel. C'était le sigle quand on partait à l'étranger. Il faut garder son identité pour pouvoir échanger. Et c'est en restant soi-même, en restant fier de sa culture et en la transmettant qu'on va pouvoir être ouvert à l'autre. L'autre, il a envie de découvrir la nôtre aussi. Hein, il faut rester ferme dans ce qu'on est. Exactement. Et en étant ouvert. Merci Gérard. On a pas mal de questions sur le chat, donc j'essaye de garder un œil sur toutes ces questions qui arrivent. Je crois que je vais les prendre dans l'ordre pour être sûr de pouvoir répondre à toutes. Il y a une première question qui avait été posée donc, un petit peu plus tôt, et donc je pense peut-être que c'est plutôt pour toi Gérard, c'est conseillez-vous à des parents de parler une langue étrangère à leur enfant ou bébé, même si les parents n'ont pas la maîtrise totale de cette langue? Et cette personne pensait notamment à l'anglais. Je pense que pour une langue étrangère, il faut avoir un projet. Et je pense qu'il faut avoir aussi quelqu'un qui est un référent de la langue. Et ce référent doit être de la langue parlée. Donc, si c'est totalement artificiel, ça ne sert pas à grand-chose de mon point de vue. Okay. Et moi, j'avais vu avoir des avoir une nanny qui est anglaise ou qui est de langue anglaise, pourquoi pas? Et là, il aura cette imprégnation et il va comprendre que de toute façon, il doit aller vers cette langue parce que si elle ne parle pas le français, il n'a pas le choix pour communiquer. Et l'enfant va vouloir communiquer. Mais si c'est artificiel, il va le sentir. Je conseille vraiment, et quand il y a des parents qui veulent scolariser leur enfant en français, dans une école française, je souhaite ou j'espère, je souhaite savoir s'ils ont un projet avec la langue. C'est important. Je ne sais pas si j'ai répondu, hein, Fatimata. Si, c'est très clair. Je suis tout à fait d'accord. Et moi, pour avoir vu quelques études faites avec des tout petits, des enfants vraiment des bébés, ça a été démontré que quand on leur parle dans une langue étrangère et que c'est la personne qui parle s'adresse à eux dans leur langue maternelle, ça a beaucoup plus d'impact que quelqu'un qui finalement parle une langue qu'il a appris, mais c'est qui reste, il y a l'accent qui est pas là, il y a il y a une grande différence entre quelqu'un qui parle sa langue maternelle et quelqu'un qui parle la langue d'adoption. Et donc, je pense que ce que tu as pu partager, Gérard, est totalement est clair. Et c'est vrai que l'histoire du projet avec la langue est complètement déterminant. Il y a également la place de la langue. Je pense très important dans nos écoles françaises à l'étranger de donner une place, si c'est l'anglais, si on est dans un pays il faut donner une place à l'anglais. C'est-à-dire que l'anglais n'est pas une langue comme ça. Même si on est une école française, le prof d'anglais a un statut. D'abord, c'est un local qui maîtrise la langue, ce n'est pas un Français qui est prof d'anglais,
lycéens locaux. Et dans l'affichage de l'école, dans les projets communs, dans le travail en binôme avec le prof de français et d'anglais, dans le travail en doublette, parce que ce n'est pas uniquement le prof de français puis d'anglais, on va les mettre ensemble parfois. Il y a tout un projet, il faut respecter la langue de l'autre et la culture de l'autre. Je pense, Gérard, ce que tu es en train d'évoquer répond à une autre question qui avait été posée, donc qui disait « Quid de l'acceptation du bilinguisme dans nos établissements AEFE à l'étranger ? A-t-on le droit d'en parler sans heurter la diplomatie d'influence en faveur de la langue française ?» Oui, oui. Moi, j'ai dirigé des écoles françaises à l'étranger, des écoles homologuées, toutes elles l'étaient, parce qu'il y a 3 statuts, juste pour faire simple. Il y a l'homologation. L'homologation, ça veut dire que le ministère de l'Éducation nationale française reconnaît notre établissement comme un établissement qui suit le curriculum français. Donc, homologation. Conventionnement, c'est encore plus fort. On a passé un contrat avec souvent un des partenaires qui s'appelle l'AEFE, l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger. Il y a d'autres partenaires. Et puis la gestion directe, comme le lycée français Charles de Gaulle, où là, c'est vraiment la France qui amène tout. C'est profs, c'est… Bon. Je trouve qu'il faut laisser un peu les gens faire. Mais l'homologation, oui, je ne sais plus ce que je disais au départ. Oui, à chaque fois, j'ai laissé une place très importante aux profs d'anglais. Je trouve très riche. D'abord, je souhaite que mes profs d'anglais soient de Nantes, de langue et de culture anglaise. 2, je souhaite qu'ils aient un projet avec le français, qu'ils soient motivés pour apprendre le français. De même, mes profs de français qui interviennent dans l'école française, je souhaite qu'ils soient, et je veux, qu'ils connaissent la culture et qu'ils soient ouverts à la culture du pays dans lequel ils se trouvent, et qu'ils apprennent l'anglais et qu'ils s'améliorent en anglais, parce qu'on doit tous faire cet effort-là. Et je souhaite qu'ils travaillent ensemble. Il y a des choses communes. On peut lire un bouquin en français d'un auteur français traduit en anglais et on voit les différences, le travail dans la traduction. Il y a plein de choses, mais la place de la langue anglaise dans nos écoles françaises doit être éminente. Sinon, c'est dégradant, c'est un manque de respect et on n'en sort pas grandi. Je suis très clair là-dessus. Merci Gérard. Fatimata, tu voulais intervenir? Oui, je voulais juste rajouter, compléter ce que Gérard a dit sur les langues. Moi, je pars du principe qu'il n'y a aucune langue qui soit inutile. Aucune. Il y a ce qu'on appelle les langues. La langue, c'est quoi? C'est quand elle est lue, écrite et parlée. Il y a ce qu'on appelle parfois des dialectes. Même la dialecte, la langue, le dialecte apporte une ouverture. Apprendre ça à un enfant, à parler la langue de sa nounou, ce qui a été le cas de mon fils, dont la nounou à Londres était espagnole, je peux dire que ça l'a énormément aidé à l'école. L'anglais, ce n'était pas un problème, c'est à Londres, il parle mes langues, il parle le français. Et l'espagnol, il s'est beaucoup amélioré en espagnol. Il y a d'autres exemples l'inverse. La nounou est sénégalaise, les 2 parents travaillaient à M6 français. Et le petit que gardait la sénégalaise, il a appris à parler le Wolof parce que la nounou passait la journée, savait que les parents allaient gérer le français, l'école gérera les autres langues, l'anglais, et il lui a appris. Et ce gosse, aujourd'hui, il a 25 ans, il vit au Sénégal. Et ce plus qu'il a apporté de venir vivre au Sénégal étant français et parler le Wolof, c'est un plus extraordinaire pour lui. C'est pas toutes les langues valent la peine d'être apprises. Ça, c'est le complément que je voulais apporter. C'est toujours utile. Bien, j'ai réussi à me connecter. Bonjour. Richard. Bonjour Richard. Bonjour non Richard. sans mal. Alors, si je peux juste introduire en 2 secondes, Richard. Merci Richard de nous avoir rejoints. Richard, on a eu une discussion, mais alors, depuis tout à l'heure, c'est absolument passionnant. Gérard, Mathilde et Fatimata ont des regards, des expériences passionnantes. Est-ce que tu peux peut-être nous raconter un peu ton parcours qui, je crois lui-même, est une parfaite illustration du bilinguisme et de la biculture ou de la multiculture d'ailleurs parfois. On va même dire un peu plus parce que pour répondre à ce que je viens d'entendre, les derniers mots de Fatima, il se trouve que j'ai été élevé à Madagascar et que je parle malgache. Bon, ce n'est pas très utile dans la vie courante à Paris, mais c'est quand même un accès à une culture
formidable, etc., etc. Donc moi, je suis évidemment en plus, je suis biculturel puisque ma maman était britannique. Donc j'ai été élevé, elle me parlait anglais, donc j'ai été élevé dans la langue anglaise et j'ai été plusieurs années à l'école en Angleterre. Donc j'ai fait français, anglais, un peu de malgache et puis plus récemment j'ai fait de l'allemand. Et à chaque fois, je dois dire que c'est pour moi un plaisir sans fin, une révélation d'une autre culture, d'autres pensées, d'autres façons de vivre. Alors même si à la fin on n'est pas obligé de, par exemple, moi j'ai jamais pensé devenir allemand. C'est pas, j'ai vécu 15 ans à Munich. J'ai appris difficilement l'allemand. Enfin, je l'ai appris à coups de marteau et à coups de ciseaux et tout ce que vous voudrez, parce que j'avais plus de 40 ans. Hein. À 40 ans, la tête n'est pas aussi et moins flexible que quand on a 5 ans. Bon, je l'ai appris plus ou moins bien, mais nous avons voulu être dans la société allemande, autant qu'on pouvait le faire. On a mis nos enfants à l'école allemande, donc ils sont parfaitement bilingues, français, allemand, et ça, je peux vous dire que pour eux, c'est une chance formidable, parce que pour trouver du boulot en France, dans la période actuelle, si vous parlez parfaitement l'allemand, pof, là, on vous trouve tout de suite un tapis rouge. Hein. C'est aussi simple que ça, hein, c'est idiot. Il n'y a pas beaucoup de gens qui parlent bien ou très bien allemand. Mais on a voulu donc s'intégrer autant que possible dans la société, dans la vie allemande. Nous étions militants du SPD, du Parti social-démocrate allemand. Ma femme était candidate sur la liste 2 fois, sur la liste pour la mairie de Munich, ce qui nous a permis de faire des campagnes électorales dans les brasseries bavaroises. Ça, je peux vous dire que c'est quand même une expérience. Hein, bon. Et voilà, donc je m'arrête là parce que je peux continuer pendant des heures. Bien sûr, c'est un peu différent pour l'anglais parce que quand je vais en Angleterre, où j'ai une partie de ma famille, moi je me sens chez moi. Hein, pour moi, c'est pas différent de la France. C'est pour ça que tous ces débats, je reviens quand même là-dessus, tous ces débats que l'on a sur l'identité française, Sarkozy qui nous lance des débats là-dessus, ça m'a toujours paru, comment dirais-je, au-dessus de tout, parce qu'on peut très bien avoir 2 cultures, peut-être 3, ça je ne peux pas le dire pour moi, mais on peut très bien avoir 2 cultures, 2 nationalités, 2 langues, et se sentir parfaitement à l'aise dans l'un et dans l'autre. Moi, je vis ça, je n'ai pas de problème à passer. J'avais pas de problème, maintenant c'est plus difficile avec le Covid, mais j'avais pas de problème de débarquer à Manchester, où se trouve ma famille, et à m'intégrer immédiatement dans le cercle familial, les discussions locales et tout ça. Alors évidemment, il me manque, puisque je suis quand même plus français qu'anglais, il me manque quelques éléments sur la vie locale, etc. Mais ça, on rattrape très vite. Et je suis sûr que vous, entre autres vous qui êtes au Canada, donc dans deux cultures, peut-être 3, non, je sais pas, il y a peut-être des Inuits, bon, et ben vous devez vivre la même chose. Donc il faut, comment dirais-je, porter haut les couleurs du biculturalisme, du binationalisme, peut-être du tri si on se sent très costaud, voilà. Mais il faut le dire parce que la plupart des gens, moi, là, je vous parle d'un petit village en Touraine, 1000 habitants. C'est là où nous habitons. Je suis né pas très loin, à Amboise. Eux, 20 km pour eux, c'est le bout du monde. Hein. Aller à la capitale, qui est Tours, pour eux, c'est la fin du tout. Donc, voilà, il y a encore beaucoup de travail à faire pour les Français, je peux vous dire. Bon, à votre disposition. Merci Richard. Gérard, tu voulais rebondir? Bien sûr que je partage, enfin, ça a déjà été dit. Je voudrais répondre à d'autres questions sur des gens qui
qui ne trouvent pas d'école française. Comment garder Oui. comment garder la langue française, la culture française, quand il n'y a pas d'école française? Alors, bon, bien sûr, ça c'est l'idéal, c'est scolariser son enfant dans une école française à l'étranger, bien entendu, avec le respect de la langue du pays d'accueil. Et je voudrais dire aux Français, moi je rencontrais beaucoup de familles qui disaient « Oui, nous on va à l'étranger, on a envie qu'ils parlent bien l'anglais, donc tant pis pour le français, scolarisons-le localement ». Alors attention à ça. Les écoles françaises à l'étranger respectent tout à fait la langue anglaise et c'est d'un très bon niveau. Absolument. Si on ne peut pas accéder à une école française, et si on fait le choix ou si on est contraint de le mettre dans une école locale, quelles sont les solutions? Quelles sont les solutions pour ne pas perdre le français ou pour ne pas perdre? Alors, je dirais d'abord, il y a le CNED, dont Anne avait parlé. C'est vrai que le CNED existe, mais le CNED ne peut pas se faire sans un répétiteur et il faut un répétiteur français. Il y a d'autres systèmes de plus en plus souples qui existent. Il y a, notamment développé avec le Covid, des cours à distance qui sont donnés par des collèges ou lycées homologués. Et avec 2 heures ou 3 heures par semaine, l'enfant, même s'il est scolarisé dans le système canadien ou américain, va pouvoir garder son français et être préparé aux examens. Moi, je participe à une expérience qui s'appelle OFA Lycée, et en 3 heures par semaine de tutorat par groupe de 6, on conserve un très bon niveau en français, on les prépare aux examens du français. Donc, c'est une autre solution. Et puis, il y a l'Alliance française, qui peut être aussi une ressource, ou un tuteur de langue française. Mais il est important d'avoir quelqu'un de la langue pour garder ce lien avec la langue. Et puis, il y a d'autres ressources. Donc, il y a le livre aussi, les livres français. Il y a les podcasts. Il y a d'excellents podcasts qui sont faits par France Culture sur des livres lus en français, notamment des livres classiques, bien sûr, ou des Tintins lus en français, mais aussi des nouveaux auteurs qui ont… Il y a plein de collections. France Culture, je fais la pub parce que je les ai écoutés, ces nouveaux livres, et on est baigné comme ça. Il y a la langue française qui est dite, il y a des bruitages, il y a des sons, c'est très sympa, donc Tintin, donc des grands classiques aussi, mais des livres récents, des petits romans pour enfants, littérature jeunesse. Voilà. Il y a aussi de très bonnes collections qui favorisent le bilinguisme avec un roman en français et le deuxième en anglais, le troisième en français. C'est notamment les collections qui s'appellent Talent, comme le talent O. Ils ont une collection duale et c'est assez génial. Et là, l'enfant est obligé de faire l'effort. Il n'y a pas la traduction. Bon, il y a tout un tas de petits trucs pour continuer à garder la culture, mais on y arrive. Mais si on peut, évidemment, c'est le lycée français qui est homologué, conventionné ou en gestion directe, qui est la solution et qui garde la langue anglaise ou la langue du pays d'accueil. Oui, écoute, moi, je n'ai pas grand-chose à rajouter à ce que tu viens de dire. Alors, l'enfant peut être, bon, s'il est dans une école française, bon, pas trop de problème. C'est pas toujours possible, c'est pas toujours bon. Ou on peut décider de le mettre dans l'école du pays parce qu'on veut qu'il apprenne la culture et la langue du pays. Très bien. Alors, d'abord, il ne faut pas parler français à la maison. Alors, ça peut être soit un des 2 parents, le parent du pays dans lequel on est, lui parle la langue du pays où on est, mais l'autre parent, normalement il est français, dans ce cas-là, il ou elle lui parle français. Donc, il a l'oreille faite à la langue française. Mais enfin, ça ne suffit pas, parce qu'il faut aussi écrire, il faut voir la culture, etc. Alors, il y a aussi les programmes Flamme, qui se rajoutent à tout ce que tu as dit, là, qui existent. Les programmes Flamme, c'est quelque chose qu'on a lancé il y a une dizaine d'années. C'est français langue maternelle, ça s'appelle comme ça. Et c'est une fois par semaine, en général, 2 ou 3 heures, avec des tuteurs, en quelque sorte, ce pas forcément des enseignants
titulaires et tout ça, mais enfin, des gens qui ont le français comme langue maternelle, qui font, alors c'est pas des cours, hein, c'est plutôt des jeux, c'est plutôt une initiation à la langue, mais enfin, ça peut commencer à 5 ans, et ça peut aller jusqu'à 12-13 ans. Et tous les retours que l'on a, c'est que les enfants ont une bonne maîtrise du français après avoir fait 2-3 ans de programme Flamme. Donc, il y a un tas de possibilités. Mais alors, un programme Flamme, il faut que les parents se mettent ensemble, hein. Si vous êtes dans un coin, alors le Canada, c'est un pays immense, hein, si vous êtes, je sais pas moi, au fin fond de l'Alberta, c'est pas toujours très facile. Faut réussir à réunir 5-6 parents, 5-6 enfants pour pouvoir couvrir. Bon, les coûts sont pas très élevés, mais enfin, il faut quand même rémunérer un peu les enseignants. Et il faut demander un local à la municipalité, etc., etc. Mais ça marche très bien. On doit en avoir, je sais plus, 400 ou 500 dans le monde, hein, des programmes Flamme. Bien. Il y a une question là, ou un commentaire que je viens de voir passer sur le chat concernant les tarifs pour accéder au lycée français ou aux écoles françaises à l'étranger. Peut-être avant de passer la parole à Gérard, je voudrais juste rappeler à nos participants que parmi les rôles des conseillers des Français de l'étranger, donc il y a il y a 2 réunions par an donc, pour attribuer des bourses scolaires pour aider les familles qui veulent scolariser leurs enfants dans ces établissements. Donc l'objectif, c'est de vous aider à pouvoir le faire et à contribuer à une partie de contribution financière, pardon. Et donc, je pense que Gérard peut peut-être donner un peu plus d'informations à ce sujet, mais on a évoqué lors d'une précédente rencontre avec Anne également, donc aussi quelque chose qui, je pense, ne faut pas oublier, c'est que on a tendance à penser que la scolarité en France est complètement gratuite parce que finalement, on la paye à travers nos impôts. Mais il y a un coût pour scolariser les enfants à l'école en France aussi. Et je crois que, de souvenir, Anne avait évoqué un coût 700 entre… euros. 10 700 euros. 10 10 700 euros au 700 début euros. du Merci. collège, si je cite Anne. C'est ça, merci Gérard. Donc, je crois que c'était au lycée, enfin un peu plus de 10 000 Au euros collège. finalement, le coût d'un au collège. collège. Mais ça, c'est au Donc, c'est Canada, hein, pour ou aux États-Unis. Non, en France. Ça, c'était en France, pour ok, dire d'accord. combien ça coûtait combien ça Le coût coûtait payé à la par les impôts. collectivité Oui, d'accord. finalement. Oui. Exactement. Et qu'une grosse partie de cette somme était payée par les impôts. Et donc, on avait cette impression de gratuité. Et donc, ça n'existe pas au Canada, notamment là où j'habite. Et donc, les parents, on doit payer les frais d'inscription pour leurs enfants s'ils veulent les inscrire au lycée français, donc Louis Pasteur à Calgary, ou bien à l'école Cousteau à Vancouver pour ma circonscription. Mais c'est aussi quelque chose qu'il ne faut pas oublier. La scolarité en France, malheureusement, non plus, n'est pas gratuite complètement. Et donc, il y a cette possibilité d'accéder à des bourses scolaires pour vous aider à mettre vos enfants dans ces établissements. Certes, mais le coût est quand même élevé. Le coût d'un établissement français à l'étranger est souvent élevé, pour des raisons évidentes, on l'a dit. Au Canada ou aux États-Unis, il n'est pas rare d'avoir des frais de scolarité. Je pense à Palo Alto, par exemple, ou à San Francisco, ou même à New York. C'est autour de $30 000 par an. Oui, c'est énorme. Et vous commencez à payer cette somme dès la maternelle. Donc, ça veut dire qu'une famille va s'inscrire dans la durée. Certes, les bourses scolaires existent, mais si les familles ont la chance d'avoir 2 salaires et d'avoir un bien, c'est plus difficile. Donc, ça veut dire qu'il va falloir investir, mais c'est dans l'ordre des choses. Il existe également des écoles publiques. Aux États-Unis, il existe des écoles publiques avec un programme en français. Oui. Et c'est intéressant parce qu'ils font venir aussi, ils emploient de plus en plus des profs d'école,
Parce qu'il faut se dire aussi que les profs d'école, certes, quand ils sont employés dans nos écoles homologuées, conventionnées ou en gestion directe, reçoivent ce qu'on appelle le détachement, c'est-à-dire qu'ils continuent leur carrière à l'étranger, mais il n'est pas rare, et je le vois et je l'ai vécu en tant que recruteur, des personnes faisant le pas et disant « moi j'ai envie de vivre à l'étranger » et démissionnent. Donc, certains sont profs d'école, ils ont démissionné et peuvent être employés dans des écoles locales qui ont un bon niveau. Donc, c'est à vous de faire aussi votre marché et de voir si… Alors, les écoles aux États-Unis, publiques avec un bon niveau en français, eh bien, ça dépend aussi du périmètre scolaire. Donc, il y a des stratégies, comme on peut avoir en France, d'habiter dans un lieu où il y aura une bonne école publique et on fera l'économie de ce coût important que représente la scolarité d'un enfant, mais qui s'explique, encore une fois. La France aide, bien sûr, par l'intermédiaire de ces bourses, et c'est très important et c'est très louable. Elle aide aussi parce que dans tous les pays, il y a un inspecteur de l'éducation nationale, il y a des conseillers pédagogiques, il y a vraiment un effort qui est fait pour aider les profs qui sont dans ces pays pour continuer à se former, d'avoir un très bon niveau, et c'est vraiment de très grande qualité. Et sans démagogie, j'ai fréquenté vraiment beaucoup. C'est vraiment des gens compétents et qui sont souples et qui comprennent les particularités ou particularismes locaux. Mais ça existe. On a le réseau des écoles françaises le plus riche à l'étranger. Beaucoup de diplomates, moi j'ai vu francophones, faisaient le choix du système français parce qu'ils savent qu'au cours de leur déplacement, ils vont trouver un établissement. Et je pense que c'est bien pour son enfant de faire le choix d'un système scolaire et de le garder. C'est très difficile de s'adapter à des systèmes scolaires différents. Voilà. Bon, ça dépend peut-être de l'âge, Gérard, ce que tu dis là. Jusqu'à, on va dire, je sais pas, c'est un peu comme ça, jusqu'à 12-13 ans, ça va, on peut changer. Après, ça devient de plus en plus difficile pour un tas de raisons. C'est pas seulement le programme, mais c'est la forme de l'enseignement, la forme de… Voilà. Donc, mais tant qu'on est, disons, en dessous de 12 ans, on peut changer. Alors, ce que tu dis est tout à fait exact. J'ai visité dans différents endroits, d'ailleurs aux États-Unis, à New York, une école qui allait jusqu'au collège, jusqu'à la fin du collège, une école qui était une école publique new-yorkaise et qui faisait partie d'un programme que la municipalité de New York mène, qui est d'avoir des écoles de différentes langues sur son territoire. Alors, il y avait aussi une école que je n'ai pas visitée, mais espagnole, une école peut-être italienne ou russe, enfin, j'en sais rien. Mais il y avait une école française qui faisait le même programme que les États-Unis, que les enfants des États-Unis, mais en français, et avec des enseignants, soit français, soit formés à la langue française. Il y en avait, j'en ai visité deux, une au nord de Harlem et puis une à l'est. Oui, c'est ça. J'en ai vu aussi en Californie. Alors là, c'était des écoles complètement privées, c'était des parents qui s'étaient mis ensemble pour faire une école en disant la scolarité, le système français, c'est bon, en tout cas pour les petites classes. Je ne parle pas de 17 ou 18 ans, mais pour les 5, 6, 7 ans, c'est très bien, c'est très pédagogique et tout. Donc, nous, on veut une école de pédagogie française, donc on se met ensemble, on paye, et ils payaient pour… bon, voilà. Et ça avait l'air de marcher. J'ai vu ça dans la Bay Zone, hein, autour de San Francisco, etc. Donc, ça existe, mais bon, c'est pas la généralité, hein. C'est des cas plus rares. Hein. Tout le monde n'habite pas au nord de Central Park ou voilà. Donc c'est plus difficile pour mettre ses gosses. Mais après tout, si les parents le souhaitent, ils peuvent très bien se mettre ensemble. Bon. Et alors c'est vrai que les frais de scolarité sont énormes. Et d'ailleurs, vous devez aussi
comment dirais-je, comprendre que pour nous, c'est un problème parce que le montant des bourses qui va vers les États-Unis ou le Canada, mais enfin surtout les États-Unis, est considérable. Or, on a une enveloppe de bourse qui est de 105 millions par an chaque année. Donc, ils nous en bouffent 30 millions, quoi. Voilà. Alors, on peut dire que c'est pas, par exemple, ça coûte quand même plus cher que d'être scolarisé ou d'avoir des bourses, je sais pas moi, au Bénin ou tout ça. Donc, on peut dire que c'est un peu injuste, mais en même temps, pour les parents, c'est aussi un vrai problème. Donc, Ouais. c'est ça, 20 000, parfois 30 000, c'est beaucoup, mais 20 000, j'ai vu ça souvent, hein, 20, 25 000. Assez fréquemment. Palo Assez Alto, fréquemment. Je vais... Palo Alto dans la vallée. Ils Dans vous la foutent Silicon le Valley, sport, ils vous foutent la musique, ils vous foutent tout ça en plus, alors ça coûte la peau des fesses, quoi. Hein. Ouais, je voudrais juste ajouter un petit commentaire sur la particularité du Canada avant de donner la parole à Fatimata. C'est qu'au Canada, il ne faut pas oublier aussi que nous avons la chance d'avoir l'accès à une scolarité dans un environnement francophone qui est gratuite. C'est celle qui est proposée donc, par les différentes provinces et les différents territoires. Donc ça, c'est quand même une chance pour nous, Français. Si malheureusement donc, il y a des contraintes financières, on peut quand même faire le choix de faire scolariser les enfants dans des écoles francophones. Et il y a même aussi le choix de prendre des écoles en immersion, par exemple en espagnol, qui sont des écoles gratuites et disponibles assez facilement au Canada. Et Donc, je voulais donner la parole à C'est partout au Canada, même dans la partie anglophone? Oui. Écoutez, oui. à Calgary, oui, il y a plusieurs écoles d'immersion. Donc, moi, j'ai moi-même des amis qui ont fait le choix de scolariser leurs enfants soit dans une école d'immersion française ou dans une école d'immersion espagnole. Oui. Ah, c'est bien. Même en Colombie-Britannique, oui. Ah, c'est un modèle, hein, le Canada. Alors, merci. Fatimata, pardon, Anne, je voulais juste donner le mot de conclusion peut-être à Fatimata. Fatimata, on ne t'entend pas, pardon. Voilà. Moi, la scolarité, sincèrement, l'école française ici au Sénégal, c'est un gros problème. On a une majorité de la population française établie ici au Sénégal qui ne peut pas avoir accès à l'école française. Deux cas de figure, pour des problèmes financiers, parce que c'est excessivement cher, et pour des raisons géographiques. La majorité des Français parents qui ont des jeunes enfants sont en région, la majorité, 700, 800 000 kilomètres. Il n'y a pas d'école française, il n'y a pas d'internat. Les écoles sénégalaises ne leur sont pas du tout interdites, mais vous avez 100 enfants dans une seule classe. Le problème de langue maternelle ne se pose pas au Sénégal, qu'on soit de langue maternelle française ou autre. Ici, la langue officielle, c'est le français. Donc, quelle que soit la langue maternelle, la scolarité, elle est en français. Le lycée Jean Mermoz, l'école Jean Mermoz, puisque c'est de la maternelle jusqu'à la terminale, existe. Et il y a d'autres écoles conventionnées avec la France. Mais c'est inaccessible pour la majorité de la population. Ce n'est pas possible. Les bourses, c'est un gros problème. Et des visites inopinées chez certaines personnes sont très, très mal vécues. Quand vous avez des familles, il y a des familles retraitées, souvent, et ils viennent de deux communautés. Vous avez ceux qui sont binationaux, qui ont travaillé en France, qui sont retraités et qui ont refondé des familles et qui ont des jeunes enfants ici. Ils n'ont pas accès, ils sont en région, ils n'ont pas accès à la scolarité. Vous avez des métropolitains retraités en France qui ont acheté une maison ici, qui ont refait des familles ici, qui ont des jeunes enfants, ils n'ont pas les moyens de les envoyer dans les écoles françaises. Il y a des écoles franco-sénégalaises, mais c'est pareil, c'est payant. Alors, dans certaines écoles françaises, vous avez une majorité d'étrangers que d'enfants français. Les Sénégalais nantis peuvent inscrire leurs enfants à Jean Mermoz, les diplomates et autres, mais dans des écoles soit anglaises ou bilingues, franco-françaises. Alors, la majorité des Français ont du mal à scolariser leurs enfants. Et quand ils arrivent à les scolariser, ils ont des problèmes pour payer la scolarité. L'accessibilité à la bourse, ça pose un gros problème. C'est peut-être pas le panel pour ça,
Mais ici, la communauté française est très frustrée pour la scolarité des jeunes enfants. Parce que ceux qui sont là, les retraités dont je parle, quelle que soit leur origine, certains qui sont d'origine métropolitaine n'ont plus rien en France. Ils sont là, installés de manière pérenne. J'ai vu à Thiès, je suis allée invitée par le consul honoraire de Thiès. Je suis repartie en larmes, j'ai vu des familles, je ne pouvais pas imaginer qu'ils puissent vivre ces situations-là. Ils n'ont rien. Les gosses vont dans des classes de 100 élèves. Ils ont du mal à parler la langue. Parce que ça, on ne peut pas suivre. 100 gosses dans une classe, ce n'est pas possible. Ça, Anne m'écoute, Richard m'écoute et d'autres m'écoutent. Il faudra absolument nous trouver une solution. Il faut nous aider. Il faut que les enfants en région puissent être scolarisés. Même s'ils sont binationaux pour certains cas, on doit leur donner le choix. Ils doivent choisir d'aller dans une école française ou sénégalaise ou alors une école franco-sénégalaise, mais où il n'y a pas 100 élèves. C'est possible. Voilà ce que je voulais rajouter là-dessus. C'est un gros problème ici. Merci beaucoup à tous. On va devoir s'arrêter parce qu'on arrive, on a un petit peu dépassé l'heure et les prochains intervenants, notre prochaine table ronde sont déjà là. Un grand merci à tous les quatre. C'était extrêmement enrichissant. On a eu énormément de questions dans le chat, énormément de remarques, énormément de partage d'expériences. C'est difficile pour moi d'en faire la synthèse en quelques mots, mais peut-être moi ce que j'ai retenu, un des mots de Gérard très fort qui est de dire on peut avoir deux langues et deux culture, on doit même, j'ai même entendu avoir deux cultures. J'ai bien entendu ce message. J'ai entendu aussi le cri d'alerte de Fatimata à la fin qui est de rendre nos écoles accessibles parce que finalement la culture, eh bien on peut la voir, la culture française en tout cas, à travers nos écoles françaises à l'étranger, mais Fatimata nous lance une alerte en disant attention, notamment au Sénégal, elle n'est pas accessible partout. Je sais que c'est le cas aussi dans d'autres pays. C'est un travail que les conseillers des Français de l'étranger devront en effet s'approprier, essayer d'aller identifier les enfants qui ne peuvent pas avoir accès à nos écoles alors qu'ils pourraient en bénéficier. Ils en ont déjà parfois la langue et la culture et voir quelles solutions on peut trouver avec eux pour leur rendre notre langue et notre culture et notre système de pensée parce que l'école va au-delà de la culture, va même avec un système de pensée que je trouve, moi, personnellement, très intéressant. Mes 4 enfants sont passés par le système français. J'en suis plutôt contente. Ce n'est pas forcément le meilleur. Mais enfin, en tout cas, il est intéressant. Donc, merci à tous les 4